Accord, désaccord, avec Guillaume Durand. Le duo de choc sur l'antenne de Radio Classique. Philippe Tesson, bonjour mon cher Philippe. Bonjour. Quelques gouttes de pluie sur un chandail gris perle, vous êtes magnifique. Et Bruno Roger Petit qui lui a mis un chandail un peu anthracite, donc les gouttes de pluie ne coulent pas sur son corps d'athlète. Dites-moi mon cher Bruno, vous le spécialiste de la gauche, on parle dans le Parisien ce matin de l'entrée de Martine Aubry au gouvernement et de l'exaspération des Hollandais, des partisans de François Hollande à l'égard de Manuel Valls. Il lui dirait il faut le virer, c'est vrai tout ça? Oh là là, quand il commence à réfléchir, on sent que ça chauffe. Vous êtes notre expert. Mardi dernier, à la réunion du groupe socialiste, il y a une semaine, Jean-Jacques Urvoas, nouveau ministre de la Justice, se présentait en tant que ministre de la Justice au groupe socialiste. Et il s'est présenté en disant, en gros, mais la formule ça, je suis fier d'être ministre de la Justice de Manuel Valls. Et là, effectivement, dans le coin des députés hollandais, il y a eu une légère crispation au niveau de la glotte, parce que on considérait que ça y est, ça aussi maintenant, c'est lui qui fait le gouvernement. Bon, là-dessus, il y a des Hollandais forts, des hollandologues, parce que ça existe, qui vous disent, mais c'est pas plus mal, parce que ça va permettre à François, comme ils disent, de virer pas de virer Manuel Valls, parce que ça, je pense que ça ne se fera pas. Voilà, soyons clairs. Manuel Valls va rester Premier ministre. Mais il y a bien ce matin des interrogations chez François Hollande sur la pertinence de le garder. Non, je pense pas. Pas selon les informations que j'ai. En revanche, il y a l'idée que le fait que Manuel Valls se pose aujourd'hui... Philippe ne peut pas les blairer, mais il vous écoute avec beaucoup d'intention. Il y a l'idée que finalement, justement, cette omniprésence de Manuel Valls et le fait qu'il paraisse être aujourd'hui le patron, ça peut être pour François Hollande l'occasion de dire à Manuel Valls, bon, écoute, quand même, il faudrait peut-être que tu sois gentil, et là, tu vas accepter un tel ou un tel. Et donc Martine Aubry, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Martine Aubry, je n'en sais rien. Moi, je sais qu'il y a une interrogation aujourd'hui sur le Quai d'Orsay, notamment autour de la personne de Ségolène Royal, et de plus en plus parce que les noms sont testés en vérité. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des gens à l'Élysée qui jettent des noms, qui voient comment ça réagit. Il y a des noms qui sont sérieux, il y a des noms qui sont faits pour énerver, parce que par exemple, vous pouvez jeter le nom de Martine Aubry en espérant provoquer une réaction de rejet, genre « Ah mon Dieu, quelle horreur, surtout pas !» Et là, vous avez le président, le Premier ministre qui peuvent dire « Regardez les réactions que ça suscite !» D'accord, mais donc on ne sait pas quelle est la liste, mais ce que je voulais simplement vous dire, je fais un détour, un détour à la Durance, si je puis dire. Déjà, l'histoire de la déchéance, ça exaspère. Le remaniement, ça exaspère. Il y a quand même des gens qui fuient la Syrie par dizaines de milliers, les bourses qui sont en train de s'effondrer dans le monde, et le résultat de ces petits jeux, qui sont certainement fort passionnants, risque quand même de créer un troisième fond d'exaspération. Ils se moquent de nous, quoi. Ils savent pas si c'est Aubry ou Ségolène au Quai d'Orsay dans un contexte pareil. Je suis pas sûr non plus que l'adoption de l'article 1 de la révision constitutionnelle sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence avec à peine 250 députés dans l'hémicycle, ce soit de nature aussi, alors que justement c'est un débat qui sature les médias, que ce soit de nature à faire dire aux Français, ces gens-là sont sérieux. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, Philippe? Vous voyez, je vous approuve. Si vous voulez... Je parle globalement. Avant que vous me posiez une question, parce que le temps passe, il nous reste quelques minutes pour parler de choses insignifiantes. Vous avez allé votre café de travers ce matin, il nous reste 12 minutes, vous venez de vous installer. Pour une fois, c'est moi qui ai commencé. C'était de l'ironie. Commencé. Pour dire quoi? Tu te rappelles ce que tu as dit depuis Oui, bien sûr, 3 minutes. j'ai expliqué parce comment que François tu parlais consciemment. Oui, tout à fait. Ah oui, il n'y a pas une partie il y a pas une partie de toi-même. Il ne te reste pas une partie de toi-même pour considérer que ce que tu viens de dire n'a aucun intérêt. D'ailleurs, Philippe, je me demande ce que je fais du journalisme. Et tout le monde Guillaume m'a posé une question et j'ai répondu à la question de Guillaume. Je méprise les gens, les auditeurs, d'abord qui ont continué à t'écouter et qui s'intéressent à ce que tu viens de dire. Mais ça n'a aucun intérêt, mon pauvre Benoît. C'est dommage. Je te regardais et sous le masque d'un reste de jeunesse qu'on peut observer sur ton visage, tu ne te rends pas compte, mais du pathétique archaïsme de ton discours. Mais non, c'est épouvantable. On peut pas. Ça s'appelle des Philippe, après avoir insulté légèrement Bruno, se retourne vers moi. L'air théâtral.
C'était juste le commentaire de petites informations qui couraient dans le Parisien ce matin. Mais il n'y a pas des grandes informations. Je viens de les citer, justement. Non, mais la Syrie, je viens de les citer. Voilà, mais l'effondrement. Si vous m'aviez laissé la parole avant d'intervenir, ce que je comprends qu'on soit très bien que vous soyez intervenu, j'aurais dit la même chose que vous. Évidemment, il y a des choses pathétiques qui se passent dans le monde, des choses dramatiques qui se passent dans le monde. Et de quoi parle-t-on? De la rivalité entre deux femmes, qui doit mettre d'ailleurs François Hollande dans un homme extraordinaire, qui représente davantage que le passé, enfin l'histoire pétrifiée. D'accord, alors abandonnez cette critique de la raison impure et rentrez dans le sujet qui vous intéresse. Lequel? Poutine. Voilà. Alep. Poutine, tout à l'heure je posais la question à Jérôme Chartier, ça commence à poser un problème pour une grande partie des hommes politiques. Il y a longtemps que ça le pose. Non, mais vous savez qu'il y a une grande partie des hommes politiques français, à droite comme à gauche, qui ont dit à Laurent Fabius, tu es un ridicule, en gros, tu penses des droits de l'homme, etc., tu ferais mieux de t'adresser à Poutine pour régler la question en Syrie. Or, il massacre. Oui, c'est un problème qu'on a plusieurs fois évoqué à ce micro depuis 2 ou 3 ans. Enfin, moi, j'ai exprimé ma position. De toute façon, j'étais contre la politique. Pour moi, il y a une hiérarchie. Il y a une urgence absolue, c'est Chartier d'ailleurs l'a dit, écoutez, c'est Daesh et puis c'est tout. Voilà, on s'occupe de Daesh, on règle le problème de Daesh, on réglera celui des... Et on tue. Le problème de Poutine, on tue, et Daesh ne tue pas. Mais qu'est-ce que c'est, Séraphin, quoi? Daesh ne tue pas. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? On tue. Bien sûr qu'on tue. Mais il faut bien qu'on tue, on est en guerre. Enfin, quoi? Qu'est-ce que c'est que cet angélisme? J'ai monté sur mes grands chevaux. Il y a 1 million de réfugiés syriens dans le Liban que nous aimons. Oui. Bon. Il y a 600 000 personnes qui sont en train de quitter la Syrie sous les bombes et qui fuient vers la Turquie. Oui, ils sont déjà 2 millions. Il y a 30 000 barbares qui menacent l'équilibre mondial. Voilà. Alors, bien sûr, c'est ça le problème. On fait la hiérarchie. Mais le déséquilibre, il y a. C'est une bombe, tous ces gens qui partent dans tous les sens. Et Daesh, c'est pas une bombe. J'ai pas dit le contraire, moi. Mais alors, enfin, écoutez, essayons de régler dans l'harmonie, enfin, dans l'équilibre le plus intelligent, et essayons de régler ces 2 problèmes. Ils sont liés l'un à l'autre. Mais attendez, à mon tour de vous interroger, comment réglera-t-on à vos yeux le problème de Daesh? Comment le réglera-t-on? Mais il faudrait que la coalition internationale soit une vraie coalition internationale. Et voilà. Alors que le ministre des Affaires étrangères français consacre la majorité de ses efforts à régler ce problème au niveau international. Il va changer. Mais je doute fort que Martine Aubry, 1 an avant l'élection présidentielle française, car si elle prend le Quai d'Orsay, c'est uniquement dans cette perspective. C'est uniquement pour régler le problème électoral dans lequel est empêtré François Hollande. C'est ça qui est misérable. Et c'est ça qu'il ne veut pas comprendre, Bruno Roger, alors qu'il le sait, Bruno Roger-Petit. Deuxième sujet. Nous revenons à la politique, puisque nous avons parlé donc de l'international, et on va y revenir par les marchés financiers, mais on va repasser par la politique. Bruno, cette affaire Fillon-Sarkozy, elle vous paraît importante ou pas? C'est-à-dire que Fillon s'attaque à la constitutionnalité du texte pour dire non, on ne vote pas cette partie-là, ce qui est en train de diviser le groupe. Et au départ, ils étaient 4 ou 5, et maintenant, il semblerait qu'il y ait une centaine de parlementaires qui soient sur la position Fillon et non plus sur la position Sarkozy. C'est grave pour Nicolas Sarkozy. C'est très grave. Alors ce matin... Il faudrait que ce soit vraiment bien filmé pour voir quand il dit c'est grave pour Nicolas Sarkozy avec une tête de faux cul absolument monumentale. Non, c'est vrai. Politiquement, c'est vrai que c'est grave. Quel rôle il joue. C'est le président du parti Les Républicains et vous avez, grosso modo, quasiment la moitié des parlementaires qui sont aujourd'hui derrière François Fillon, dont on disait qu'il n'avait aucune influence et qu'il ne jouerait pas de rôle important dans la primaire. Et là, on constate que quand François Fillon élève le ton, avec du fond, ça marche. Donc il va venir faire un petit numéro ce matin à 11h devant les parlementaires, les Républicains. Et ce qui est fabuleux et en même temps terrible pour lui... Nicolas Sarkozy a annulé un déplacement qu'il devait avoir à Arcachon. Dans le Midi à Arcachon, non, dans l'Ouest. Midi à Arcachon. Oui, enfin, dans l'Ouest, voilà, loin, en province. Non, dans le Sud-Ouest. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait plus peur. Voilà. C'est-à-dire qu'avant même sa venue, vous avez des députés comme Bernard Debré qui disent mais il peut raconter ce qu'il veut, j'en ai rien à fiche. Patrick Devedjian qui dit il peut raconter ce qu'il veut, j'en ai rien à fiche. Qui sont quand même des gens... Ce ne sont pas les parlementaires qui votent aussi, je suis bien informé sur le suffrage universel et que se déroule l'élection présidentielle. Non mais je parle là du vote sur le projet de loi constitutionnel. Donc ça c'est intéressant. Encore un problème important. Oui, c'est important. Écoutez Philippe et Bruno, je voudrais qu'on passe pour
pour agrémenter vos propos. Donc, 2 petits éléments du zapping. Bruno Le Roux, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée, qu'on connaît bien, était sur iTélé ce matin. La déchéance, dit-il, c'est le sujet que vous abordez, doit passer. Ça va passer, parce que cela doit passer. La responsabilité, c'est de déchoir les terroristes. J'appelle d'abord, un à un tous les députés, pour leur dire que cette mesure est importante pour le président de la République, pour les Français, et pour le signe qu'elle doit donner sur le pacte républicain rompu par des terroristes. Et Marion Maréchal-Le Pen, la jeune députée Front National du Vaucluse, qui était chez nos confrères de BFM TV, elle ne votera pas. En l'état actuel du texte, je voterai contre. Je voterai contre parce que nous sommes très loin des objectifs affichés par François Hollande il y a plusieurs mois de cela, lorsqu'il disait que l'objectif était d'élargir le périmètre de la déchéance de nationalité. Excusez-moi. Oui. Aujourd'hui, la rédaction est faite de telle manière que nous arrivons à une restriction du droit existant, puisqu'ils mettent comme condition préalable à la déchéance une condamnation, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui en matière de déchéance. Voilà, ce qui t'est apparu comme... au départ du discours de François Hollande à Versailles comme une évidence, il est en train de tourner Philippe et Bruno en pataquès générale. Tout ça est byzantin, passer des heures à parler d'un problème dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est secondaire. Je l'ai dit plusieurs fois. Franchement. Un mot sur Marion Maréchal-Le Pen, vous voulez dire quelque chose? Oui, d'abord, ce qu'elle dit est complètement faux, c'est-à-dire que on est parti d'une déchéance de nationalité qui ne révisait que des binationaux à une déchéance de nationalité qui viserait éventuellement tous ceux qui commettraient des actes terroristes graves. Et puis, il n'a jamais été question de déchoir les gens sans condamnation. Il a toujours été dit que, après une condamnation, il y aura une déchéance de nationalité. Et en plus, une condamnation définitive. Bon, ça, c'est une parenthèse. La deuxième chose, quand même, c'est plus on s'éloigne dans le temps, plus effectivement le consensus qui s'était manifesté lorsque François Hollande était venu devant le Congrès est en train de 2 jours après les attentats du 13 novembre est en train de se déliter. Ça, c'est une réalité. Comme si les attentats du 13 novembre appartenaient à un autre espace-temps qui ne compte plus aux yeux de beaucoup. Mais que demain, il y a un attentat, que demain, il y a encore des dizaines de morts de façon horrible. Ceux qui aujourd'hui expliquent aux Français, expliquent aux Français que tout ça n'est pas grave et qu'on peut se passer de la déchéance de nationalité, risqueraient de se retrouver face à eux dans une situation bien problématique. Ça va dissuader les terroristes. Philippe, mettez-vous devant. Moi, non, je regarde les enquêtes d'opinion et je vois que cette mesure est d'une majorité écrasante approuvée par les Français. Dernier sujet, c'est l'histoire financière. Alors, on en parle assez rarement sur l'antenne de Radio Classique, je vous dis à cette période, parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux et beaucoup avec la bourse tout à l'heure à 9h. Et ça pose un problème, Philippe, par exemple, pour beaucoup d'électeurs de droite qui massivement, finalement, dans leur motivation, mettent au cœur de tout les impôts. Or là, on retrouve quand même 2 sons de cloche différents entre Fillon et Sarkozy. Et je reviens non pas à la bataille, mais à l'attaque là-dessus, c'est que il y a eu l'entretien intéressant de Sarkozy aux Échos, disant il faut une baisse massive des impôts. Et Fillon est en train de dire, étant donné la situation internationale, c'est peut-être totalement déraisonnable de promettre finalement 25 milliards de baisse fiscale non financée d'après Fillon si le contexte continue à s'effondrer. Mais vous imaginez, vous qui symbolisez un peu cet électorat de droite, Philippe, le drame des électeurs de droite qui se disent alors on va faire revenir la droite au pouvoir pour baisser les impôts, ils vont pas pouvoir le faire à cause du contexte. C'est un vrai problème, ça. Écoutez, le problème n'est pas nouveau. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant qu'il y ait ce débat. Comme a dit Chartier tout à l'heure, puisqu'on a accepté le principe, puisque la majorité des gens ont accepté le principe des primaires, les primaires ne serviraient strictement à rien si tous les candidats étaient d'accord, de la même famille et de politique étaient d'accord. Et c'est un vrai débat, effort pour baisser la dépense publique ou effort pour diminuer les impôts. Je trouve que c'est vraiment c'est une ligne de fracture qui est tout à fait intéressante. C'est pas d'ailleurs, c'est formidable. La réunion des Républicains là, ce matin, c'est formidable. On discutait de ça. Moi, il y a un débat, il y a 2 écoles. L'idéal serait que le pays tranche à la faveur des primaires, mais c'est pour ça qu'elles ont été créées. Tranche ce débat-là. Alors, il n'est pas nouveau. Il s'est posé le même débat s'est posé en 2007. Il s'est posé en 2012. Sarkozy a fait une promesse déjà. À l'époque, déjà, il n'était pas d'accord, si je puis dire. Dès l'instant où Sarkozy et Fillon ont collaboré, et il y a eu entre eux cette épine, il y a eu entre eux ce débat-là. Et puis
ils ont essayé de trouver un compromis qui a duré 5 ans. On retrouve le débat sur l'État en faillite, c'est-à-dire... Mais tout à fait. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, ou 6 ans que Fillon déclare que l'État est en faillite et qu'il a posé comme priorité la baisse de la dépense publique. Puis enfin, ils ont gouverné ensemble pendant 5 ans, ça n'a pas été dramatique. Vous me direz, Sarkozy n'a pas rempli son contrat. Mais est-ce que Hollande a rempli son contrat? Est-ce qu'un président de la République en exercice remplit le contrat qu'il avait promis de remplir avant d'être élu? Voilà. De quoi rêvez-vous? D'un idéal? D'un absolu? C'est impossible. Oui, d'où l'intérêt des primaires. De voir mot à mot, pied à pied, argument après argument, baisse des dépenses et baisse des impôts, ce qui est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. Mais avouez que pour une partie de l'électorat de droite, s'il y a un candidat de droite arrivé... Mais bien sûr, mais est-ce que vous croyez que les électeurs de François Hollande ne regrettent pas, enfin d'ailleurs l'expérience prouve que si, ne regrettent pas le vote qu'ils ont... Guillaume voudrait aborder un dernier point. Non, un dernier point pour vous, parce que je sais que vous êtes un friand des médias, mon cher Bruno. Il semblerait de plus en plus que les candidats aux primaires, mais là, toutes tendances confondues, veuillent peut-être après l'histoire de l'émission de Nicolas Sarkozy l'autre jour sur France Télévisions, veuillent reprendre en main, ou en tout cas coproduire les primaires pour pas se laisser balader par les différentes chaînes de télévision avec leurs propositions qui en sont ou qui n'en sont pas. Est-ce que ça vous paraît réel, cette affaire-là? Parce qu'il y a Thierry Solaire qui l'a dit fermement hier, Jérôme Chartier qui ce matin n'a pas hésité, qui a repris la balle au but. Oui, on doit être partie prenante dans cette affaire-là. Au fond, comme les partis américains. Que s'est-il passé quand il y a eu la primaire socialiste il y a 4 ans? Il y a eu une organisation, une coproduction conjointe des débats des primaires sur France 2, sur BFM et ailleurs, avec le Parti socialiste. Voilà, dans des conditions. Alors c'est là la différence entre le Parti socialiste et les Républicains. C'est que les socialistes n'ont pas de problème avec l'égalité. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la culture de droite. Philippe ce matin. C'est une réalité, Philippe. C'est une réalité, Philippe. On voit bien que Nicolas Sarkozy sera un candidat qui considérera qu'il a plus de droits que les autres. Bon, voilà. Voilà, Philippe ne répond pas parce qu'il est... Il est comme Volpone, il prend un peu de recul. Il est 8h57. La droite, c'est l'inégalité. Merci Bruno. Merci mon cher Philippe.